commencer par procéder à l'appel. Madame Bertonieri. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Paul Joseph. Présent. Valérie Bourron. Jean-Pierre Chaurel. Élodie M. Philippe Rocheteau. Marlène Nadjarian. Franck Bertoncini. Véronique Gigou. Roger Coquin. Jacques Bardet. Michel Paladel. Présent. Alain Gauthier. Présent. Fernand Demitte. Présent. Hervé Beau est représenté par Madame Bourron. Janine Sauvant. Joël Huidine. Présent. Moi-même. Éric Bonnefoy. Présent. Émilie Guérel sera représentée par Élodie M. Anis Moidel. Présent. Ségolène Reveste. Martine Henriot. Gérard Minot. Marc Bayle. Philippe Lefebvre. Philippe Leclerc. Frédéric Connat. Et Floriane Cercio. Merci. Délibération numéro 1. Nous allons procéder à l'installation d'un conseiller municipal du fait de la démission de Christian Vivier. Alors plutôt que de laisser la place à des hypothèses, je préfère vous lire le courrier qu'il a adressé. Monsieur le maire, membre du conseil municipal de Bandol depuis les dernières élections, chargé des questions liées à la régie des parkings et à la mobilité et au transport, je souhaite aujourd'hui me retirer de ces fonctions. En effet, des raisons personnelles et familiales ne me permettent plus d'exercer ces fonctions. Par conséquent, je vous adresse par la présente ma démission du Conseil des réceptions de cette lettre. Je vous remercie de votre confiance depuis toutes ces années et souhaite beaucoup de succès à l'équipe en place. Voilà, et donc bien évidemment j'ai répondu et j'ai beaucoup apprécié l'engagement de Christian Vivier auprès de nous et notamment dans sa fonction RH au moment où nous n'avions plus de DRH et également le travail fait au CCS notamment. Donc en remplacement de Christian Vivier, j'appelle le suivant sur la liste, qui est Monsieur Roger Villiers, à prendre place parmi nous. Bienvenue. Voilà, donc Roger Villiers prend officiellement la 29e place et nous allons maintenant passer à la oui, il faut la voter, pardon. Alors, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Et nous allons passer à la délibération numéro 2, Madame Bourron. Est-ce que je peux avoir le micro? Donc délibération numéro 2, il est question d'approuver le principe d'une participation aux frais de fonctionnement des établissements scolaires privés qui accueillent les enfants résidant à Bandol et d'en fixer le montant, c'est-à-dire 144 € par élève pour la prochaine année scolaire. Il s'agit ici de la scolarisation en école élémentaire et c'est une délibération qui revient chaque année. Il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Délibération numéro 3, Madame Bourron. Donc ici, il est question d'approuver cette fois la participation à charge des communes voisines dont les enfants sont scolarisés à Bandol, à l'école maternelle ou à l'élémentaire. Et la somme est fixée à 882 € par enfant et cette somme est équivalente depuis 2014. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4, Madame Bourron. Merci. Donc, comme vous le savez, depuis 2015, la communauté d'agglo détient la compétence pour les transports. Depuis septembre 2017, elle gère les transports qui concernent les enfants de l'école élémentaire et du collège. Le tarif de la carte de bus est de 110 € par année scolaire. Et ces 110 € se décomposent de la façon suivante: 80 € à la charge des familles et 30 € en participation de la ville. Donc il convient d'adopter ce principe de participation. J'ai une remarque, si c'est possible. Qui donc? Moi. Oui, Madame Conin. Au vu du contexte économique qui va s'aggraver certainement dans les mois et peut-être même les années, mais en tout cas récemment avec le Covid et les difficultés des différentes familles, j'aurais aimé que la commune fasse un effort sur la carte de bus et une vision un peu plus sociale pour les familles de Bandol. Donc voilà, c'est une remarque, j'aurais aimé que la commune participe à hauteur d'un peu plus que 30 € par enfant. Alors on peut toujours faire plus, bien évidemment. Je vous rappelle quand même que auparavant la contribution était de 130 € il y a encore 3 ans et la décision a été prise malgré la diminution de maintenir la participation de la ville à la hauteur de 30 €. Donc je pense que la ville, chaque fois qu'il y a une occasion, fait des efforts en faveur des familles. Mais bon, toute remarque est légitime. C'est pour ça qu'on s'abstiendra, parce qu'on trouve que la commune aurait pu faire un peu plus. Voilà, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5. Donc il s'agit ici des transports scolaires pour les établissements publics et privés qui sont situés hors de la communauté d'agglo. Ces transports sont organisés cette fois par la région. La carte de bus est au prix de 90 € ou 45 € pour les familles dont les revenus sont plus modestes. Et là encore, la commune propose une participation de 30 € par élève. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il est question ici de l'enseignement de la voile. Un enseignement qui est dispensé par la Société nautique pour les enfants de CE2, de CM1 et de CM2. Il est question d'approuver le principe de cet enseignement ainsi que son financement pour un total de 8 580 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 7, toujours Madame Bourron. Donc c'est la même chose, hein, toujours l'enseignement de la voile pour l'année scolaire, cette fois 2020-2021. Et il s'agit d'un financement à hauteur de 15 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 8. Donc là, cette fois-ci, il est question de l'enseignement de la voile au collège, de la classe voile, avec une participation qu'il convient de saluer, je pense, puisque la ville s'engage chaque année à hauteur de 35 000 € pour cette classe voile au collège, alors que ce n'est pas forcément de sa compétence. Alors c'est effectivement de la compétence du département, et donc la ville a à cœur que cette activité perdure, malgré malheureusement le désengagement du département. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9, Madame Bourron.
Oui, il s'agit ici de créneaux piscines qui sont mis à la disposition des écoles maternelles et de l'école élémentaire à Bandol. Donc vous en avez tout le détail. Ces enseignements s'étendent sur plusieurs périodes. Et vous avez les sommes qui correspondent à chaque période. Donc il est question d'approuver le principe de cette activité d'enseignement des activités aquatiques à Piscine de Sanary. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 10, Madame Gigou. Tiens. Ah ben. Alors, le budget principal de l'Office de tourisme, la subvention de fonctionnement 2020. Donc, dans le cadre de la préparation de son budget primitif 2020, l'Office de tourisme sollicite une subvention de 230 000 euros. Cette subvention, qui pourra être versée en plusieurs acomptes, est qu'accordée à titre prévisionnel. Elle pourra donc être diminuée en fonction des dépenses et des recettes constatées avant la date de versement des fonds, afin d'adapter l'aide financière allouée par la commune aux charges réelles de cet établissement public. La dépense correspondante sera imputée au budget principal de la commune, compte 657 364, subvention de fonctionnement à un établissement à caractère industriel et commercial, fonction 951 tourisme. Je voudrais rajouter qu'en 2018, la subvention inscrite au budget primitif était de 250 000 euros. La ville a versé 250 000 euros. En 2019, la subvention inscrite au budget primitif était de 250 000 euros, mais la ville n'a versé que 200 000 euros, en raison d'un excédent de 2019 qui s'élève à 488 747. Par ailleurs, je voudrais rappeler que l'Office de tourisme est un établissement EPIC, un établissement public, industriel et commercial qui dispose de ressources qui proviennent surtout de redevances payées par les usagers ou produits de commercialisation. Donc le fait que la commune subventionne moins cet EPIC démontre que ce dernier est en capacité de s'autofinancer, ce qui est le propre normal d'un EPIC. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. Nous voterons contre cette subvention que nous jugeons insuffisante au regard du contexte économique dans lequel va se situer la commune, dans le contexte d'après-Covid, et nous considérons que l'EPIC devrait jouer un rôle moteur bien plus important que ça dans la relance économique de la ville de Bandol. Alors, ce que je peux répondre, enfin, vous êtes libre, bien évidemment. Ce que je peux répondre à ça, c'est que il ne faut pas confondre un EPIC, qui est un établissement public industriel et commercial, et une simple association. La subvention pour l'EPIC fait partie de ce qu'on appelle les subventions d'équilibre, et elle n'a pour but justement que d'équilibrer le budget de l'Office de tourisme, pour autant qu'il éprouve des difficultés, sachant que la création de l'EPIC avait pour but de lui donner une marge de manœuvre en termes de justement de commercialisation de produits, de génération de recettes, et donc l'Office de tourisme remplit très bien ce rôle, et notamment pendant la période de Covid, où des alternatives ont été trouvées pour attirer la clientèle touristique vers Bandol. Et comme je l'ai expliqué lors du conseil d'exploitation de l'Office de tourisme, la subvention est adaptée en permanence à l'état financier de l'Office de tourisme, et c'est une stratégie, une analyse qui a été faite en concertation avec l'ordonnatrice et le comptable de l'Office de tourisme. Il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau gestion, notamment en 2017, après la première année de fonctionnement. Et encore une fois, le montant de la subvention est adapté aux objectifs de l'Office de tourisme, qui sont fixés et exécutés par la directrice de l'Office de tourisme, en même temps ordonnatrice, sous bien évidemment le couvert
de la commune de Bandol. Voilà donc ce que je voulais expliquer malgré tout. Alors les spécificités de l'EPIC ne nous ont pas échappé. Ce que nous relevons ici, c'est le manque d'ambition dans les objectifs assignés à cette EPIC. Ça, c'est une appréciation personnelle. Alors, je vais vous demander de nous expliquer ce que vous proposez comme objectif ambitieux et le montant que vous mettrez derrière ces objectifs. Alors d'abord, là, je ne suis pas à l'école, vous n'êtes pas mon professeur, c'est une première chose. On la connaît, celle-là. Ça, c'est une première chose. J'ai déjà relevé pendant le conseil d'administration que, à mon sens, la segmentation des cibles touristiques n'était pas effectuée, en tout cas ni dans les règles, ni poussée à un point qui permettrait d'établir une politique efficace. Donc c'est en ce sens également que je trouve qu'il y a des lacunes en l'occurrence. Et donc ça serait le fruit d'un tel travail qui permettrait de définir effectivement des moyens. D'accord, j'observe que vous êtes un politique confirmé, puisque vous n'avez pas répondu à ma question, mais ça n'est pas bien grave. Monsieur le maire, nous allons passer au vote. Monsieur le maire, j'aimerais intervenir, s'il vous plaît. Oui, monsieur Rocheteau. Je trouve ça paradoxal de parler de manque d'ambition au niveau de l'Office de tourisme, alors que les premiers chiffres que nous avons de la saison, alors moi je vais parler en particulier du port, mais je sais que les hôtels ont aussi une activité très soutenue en ce moment. Donc au port, nous avons fait 45% d'escale en plus au mois de juillet, ce qui témoigne quand même d'une activité très soutenue. Alors on peut dire que c'est aussi l'effet Covid, on ne va pas dire que c'est juste cocorico, la performance de la municipalité. Mais je pense que c'est un reproche qui m'étonne un peu dans le contexte actuel où les hôtels nous disent qu'ils sont remplis jusqu'au mois d'août, où je pense que chacun peut constater qu'il y a énormément de monde à Bandol, ce qui d'ailleurs parfois pose même quelques difficultés, et où le port a fait au mois de juillet un chiffre qu'il n'avait jamais fait tout simplement en escale. Bien, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 11, Madame Bourron. Oui, il est question ici de voter une subvention de fonctionnement pour la Caisse des écoles à hauteur de 280 000 €. Et cette somme est stable aussi depuis plusieurs années. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 12, Monsieur Chorel. Oui, monsieur le maire, ça concerne une demande de subvention auprès du conseil départemental du Var. Et c'est relatif au ravalement des façades de l'église de Saint-François de Sales, que nous avons évoqué lors d'un conseil municipal précédent. Le montant des travaux actuels, on se limite dans le titre ravalement des façades, mais comme je l'avais déjà dit, ces travaux vont bien au-delà des façades, puisque c'est l'ensemble du clocher et du campanile qui sont aussi refaits, les éléments de décoration, les pierres, les protections des vitraux et tous les éléments extérieurs. Donc le montant total des travaux est de 256 000 €. Et nous faisons donc cette demande auprès du conseil départemental pour un montant maximum de subvention. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 13, Monsieur Chorel. Oui, monsieur le maire. Donc on aurait pu faire les deux délibérations conjointes, puisque cette délibération concerne une demande de subvention, mais cette fois auprès du conseil régional pour le ravalement des façades de l'église Saint-François de Sales. Toujours de subvention demandée pour un montant maximum, le montant des travaux n'ayant pas changé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 14, Monsieur Chorel. Oui, donc cette délibération concerne une demande de subvention auprès du conseil régional dans le cadre du Fonds régional d'aménagement du territoire, le FRAT. Et c'est relatif à l'acquisition de matériel face à l'urgence sanitaire Covid-19
que nous venons de connaître et que nous connaissons. Donc le montant des matériels que nous avons dû acquérir est de 13 298 € hors taxe. Donc nous demandons une subvention au montant maximum auprès du FRAT. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 15, Madame Nadjarian. Merci, Monsieur le maire. Il est proposé d'allouer à l'association SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous détaillée de 7 000 €. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Monsieur Minot. Oui, monsieur le maire, merci de me donner la parole. Nous nous abstiendrons sur cette résolution et je me permets de vous rappeler ma précédente intervention en ce qui concerne le montant de la subvention accordée à la SNSM. Si nous comptons bien, depuis 2017, la subvention accordée à cette association a été baissée de 60% à peu près. Et aujourd'hui, 7 000 € correspond de très loin au montant des dépenses de fonctionnement de cette association qui va rechercher qui demandait 20% de son budget de fonctionnement et qui a pour mission d'aller rechercher 80% du solde de ce budget. Je dois vous rappeler qu'à ce propos, le contexte particulier de la crise sanitaire a fait que la SNSM n'a pas été en mesure de collecter les fonds qu'elle collecte habituellement en ayant recours à des manifestations, à des événements extérieurs, ce qui rend, et vous l'avez bien compris, complexe et difficile le bouclage de ce budget de fonctionnement. J'en profite d'ailleurs à cet égard et pour rebondir sur le propos de M. Rocheteau, puisqu'il se félicitait probablement à juste titre de ce que le fonctionnement du port a noté une augmentation de 45% des entrées et des sorties, que ces mouvements, dont on peut à nouveau se féliciter de l'importance, ont suscité évidemment, vous l'avez bien compris, c'est une règle qui est hélas mathématique, des sorties accrues de la part de la vedette qui est rattachée au port de Bandol, et évidemment des déplacements et des fonctionnements qui répondent évidemment à cette utilisation qui est une utilisation qui a été que nous avons constatée. Alors, si vous me permettez, je crois vous rappeler quand même que c'est une association d'utilité publique qui est une association nationale, et cette association d'utilité publique, eh bien, nécessite évidemment une prise en charge par la collectivité locale, puisque depuis 1981, Bandol est un port de rattachement. Si vous me permettez, à nouveau, et j'en terminerai sur ce point, la résolution qui succède à celle que nous évoquons à l'instant même est une résolution qui vous a contraint à ramener la subvention qui est liée à la course Salomon de 18 000 à 4 000 €. Évidemment, puisque la crise sanitaire n'a pas été en mesure de permettre d'organiser à Bandol cette manifestation. Alors pourquoi, monsieur le maire, messieurs les élus, n'envisageriez-vous pas d'exercer un report de ces 18 000 € que vous n'affectez pas à la course Salomon à la SNSM? Cela me paraîtrait une juste mesure et en tout cas permettrait à la SNSM de retrouver pour l'exercice 2020 son budget de fonctionnement. Peut-être que dans un premier temps, Madame Nadjarian va vous répondre sur la méthode utilisée pour fixer le montant des subventions. Alors justement, ça fait maintenant 2-3 ans que nous versons 7 000 € parce que nous avons participé pour la vedette. Pendant 3 ans, nous avons donné 20 000 €, 15 000 € et 15 000 € encore. Donc en tout, ça fait 50 000 € que notre participation pour la vedette. C'est pour ça que nous avions baissé la subvention. Inutile de vous dire, à part la subvention, que la SNSM a d'autres avantages.
que ce soit Monsieur Rocheteau peut-être pourra confirmer concernant le port et un local. Il y a d'autres voilà en nature, des avantages en nature, c'est ça. Ensuite, disons que nous avons régularisé une situation parce que tout d'abord c'était 2000 € que nous devions donner. Alors je veux dire, donc nous avons fait un effort de donner 5000 € supplémentaires. Et je pense que c'est pas mal actuellement dans la situation où nous sommes. C'est tout le monde, les subventions, tout le monde a eu une baisse de subventions. Et la SNSM ne l'a pas eu, parce que ça fait 3 ans que nous le versons 7000 €. Voilà. Oui. Si vous me permettez, toute chose étant comparable en soi, on accorde 32 000 € au tennis club, ce qui me paraît évidemment une subvention normale, puisqu'il s'agit de l'exercice d'un sport qui est pratiqué par beaucoup de monde. Comment peut-on comparer les 7 000 € attribués à la SNSM à celle qui est attribuée à un club de sport? Nous devons conserver des priorités qui me paraissent être des priorités importantes. Et je vous rappelle que c'est une cause nationale qui est celle de la SNSM. Il ne s'agit pas d'un avantage local, on ne discute pas de petits privilèges consentis à droite ou à gauche. Il s'agit d'une subvention qui est une subvention de fonctionnement. Vous avez évoqué, Madame Nadjarian, ce qu'on appelle des subventions d'investissement. Celle-ci, c'est tout autre chose, ce qui a permis d'ailleurs depuis 1981 à la ville d'équiper le port de Bandol, puisque c'est une décision nationale, du rattachement d'une flotte. Alors à cet égard, je voudrais vous rappeler qu'une nouvelle embarcation devrait être rattachée au port de Bandol en 2021 et que plus que jamais, cette subvention aurait nécessité d'être ajustée à la somme qui était demandée. Et j'insiste tout particulièrement sur le transfert de la subvention qui ne sera pas allouée cette année pour la course Salomon et qui aurait pu très bien être attribuée, je le crois, même si c'était un épiphénomène ou quelque chose d'occasionnel à la SNSM pour le prochain exercice. Alors effectivement, il faut distinguer subvention d'investissement et de fonctionnement. Vous avez tout à fait raison. Il n'empêche que la commune de Bandol a participé. En ce qui concerne la subvention de fonctionnement, il faut rappeler que en 2010, elle était de 5 000 €, donc elle a augmenté entre-temps. Et l'évaluation a été faite de manière objective, on va dire, en tout cas faite par un homme de l'art, puisque quand le montant a été fixé à 7 000 € il y a 3 ans, l'analyse avait été faite par un expert comptable. Il avait examiné les comptes de la SNSM. Moi je remets pas en cause cette analyse. Je rappelle par ailleurs que Bandol n'est pas la seule ville concernée. Il y a d'autres villes aux alentours qui bénéficient des services de la SNSM et on n'est pas là bien évidemment pour sous-estimer les services que rend la SNSM qui sont primordiaux puisqu'il s'agit de la vie des gens et ils ont sauvé effectivement des personnes de la noyade. Ce que je voudrais dire, c'est que, alors peut-être la situation a évolué depuis, mais je me souviens d'avoir écrit au président de la SNSM pour lui demander quelles étaient les ressources, les participations des villes alentours, et il m'avait répondu, ça c'était en 2017, qu'il avait fait les demandes au niveau des villes de Sanary, de Sifour et de Saint-Cyr, et il m'avait envoyé copie des réponses négatives. Donc peut-être que la situation a évolué depuis, je l'espère bien évidemment, mais je ne me suis pas renseigné depuis. Et par ailleurs, je pense que il faut prendre en considération aussi un autre élément. Alors pour répondre à votre question sur les finances, on peut pas raisonner comme ça, parce que quand on parle de la crise du Covid, bien évidemment qu'on a envie d'aider au maximum les gens qui ont souffert de cette crise, ce qu'on a fait d'ailleurs. J'avais expliqué la dernière fois le montant
des pertes de la commune liées aux efforts consentis en direction des entreprises, des commerçants qui avaient souffert, des exploitants, etc. La perte de recettes, je le rappelle, a été évaluée, je dirais à la louche, par les services, à une perte de 2 400 000 euros. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y a une somme qui se libère qu'on va immédiatement l'affecter à un objectif précis. Ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que c'est les plaisanciers essentiellement qui bénéficient des services, encore une fois, qu'on reconnaît de la SNSM. Et donc, il nous est apparu que ce serait pas mal que ce soit les plaisanciers qui financent. Monsieur Chorel avait parlé de ça la dernière fois. Et voilà, donc c'est une idée qui a été lancée au niveau du président de la SNSM locale et que j'avais soumise, je le répète, à l'amiral de Solms, qui est devenu entre-temps président national et qui était tout à fait favorable à cette idée. Et donc là, je vais passer la parole à M. Rocheteau, parce que nous avons pris une décision, je pense, qui va dans le sens de faire participer essentiellement ceux qui en bénéficient, et avec comme résultat un montant, je pense, supérieur. M. Rocheteau. Oui, effectivement, la logique est de dire que les plaisanciers sont les principaux concernés par le sauvetage en mer, évidemment. Et donc l'idée est que ce soit la SOGEBA qui s'occupe de financer, côté Bandol en tout cas, la SNSM. Alors la première idée que nous avions eue, et j'avais rencontré le président de la SNSM il y a 2-3 ans, à ce sujet, et on lui avait présenté un système qui permettait, avec les contrats annuels, d'avoir une quote-part dédiée à la SNSM d'un montant que c'est l'objet de notre réunion était d'en discuter notamment. Et ça n'avait pas abouti parce que le président de la SNSM craignait que les plaisanciers considèrent que leur contribution SNSM était ainsi réalisée et donc que les dons s'effondreraient du fait de cette cotisation spontanée, j'ai envie de dire. Donc là, la réflexion que nous avons est donc que la SOGEBA verse directement une subvention à la SNSM. Alors, les modalités de calcul restent à débattre en conseil d'administration. C'est pas moi qui vais le décider seul. Mais on pourrait considérer que chaque contrat annuel, par exemple, et Amodier verse, je sais pas, 20, 30 euros. Ce qui peut rapidement représenter une somme importante, puisque nous avons en tout 1400 contrats annuels. Donc on pourrait avoir ainsi un financement supérieur à la subvention actuelle, financé par les plaisanciers, ce qui me paraît quand même beaucoup plus logique que financé par l'impôt des bandolets, sachant que évidemment tous les bandolets n'ont pas de bateau. Et effectivement aussi, je pense, un financement plus pérenne et avec plus de visibilité pour la SNSM. Voilà les remarques que je voulais faire. Également, effectivement, Madame Nadjarian parlait déjà de la contribution que peut faire la SOGEBA à la SNSM. Donc évidemment, il y a le poste d'amarrage qui est gratuit, enfin les postes d'amarrage qui sont gratuits. Bon, ça paraît évident, mais ça représente quand même une surface, je crois, de mémoire, ça représenterait 12 000 euros si c'était facturé à un bateau normal. Donc malgré tout, voilà, c'est une mise à disposition du domaine public qui est bien légitime, mais voilà, c'est un avantage, on va dire, en nature. La SOGEBA a franchi tout le courrier de la SNSM et ça représente, alors c'est pas des dizaines de milliers d'euros, évidemment, mais enfin ça représente un petit peu. Et puis je sais, alors là, c'est pas le versant SOGEBA, mais effectivement, je crois que la commune met à disposition un local gratuitement. Donc si on faisait vraiment l'équivalent avantage nature subvention, on serait sur des dizaines de milliers d'euros. Il faut en avoir conscience. Monsieur le maire parlait du fait que Bandol n'est pas la seule zone couverte. De mémoire, encore une fois, je crois que la SNSM couvre des ports qui représentent, je crois, à peu près 5500 postes. Je crois que c'est ça. Donc vous voyez que Bandol, avec ses
Ces 1600 anneaux représentent, on va dire, un quart des bateaux dans sa zone d'intervention. Donc effectivement, j'espère que les autres communes ont également, ou les autres ports, cette problématique en tête. Donc ce que je viens de vous dire reste évidemment ouvert à discussion, puisque on ne va pas décider. Je pense qu'il faudra faire une réunion notamment avec les principaux concernés, donc avec la SNSM pour voir les modalités de mise en place de cette subvention, puisque ce serait une subvention hein, qui serait versée annuellement par la SOGEBA. Voilà. Merci. S'il n'y a pas de... Oui, monsieur le maire, j'aurais une observation à faire. Jean-Pierre. Monsieur Chorel, pardon. Oui, moi je voudrais quand même stigmatiser la démagogie qui a été utilisée dans vos propos en comparant les subventions du tennis et de la SNSM. Les adhérents du tennis apprécieront certainement vos propos. Comparer les 30 000 du tennis aux 7 000 de la SNSM, les 30 000 du tennis, pour votre information, cela représente aussi derrière des salaires de professeurs. Donc il y a des dépenses qui n'existent pas au sein d'une association telle que la SNSM, qui fait appel au bénévolat. Le principe de calcul manifestement des subventions, bien que nous ayons eu cette discussion lors du conseil précédent, vous interpelle. Je pense que le rôle du politique n'est pas de saupoudrer et de distribuer des associations, des subventions au gré et en fonction de l'importance de l'association, du nombre d'adhérents. Tout ceci se fait de façon très pragmatique à partir de projets et de besoins. Une association ne fait pas son budget au gré du vent. Donc ces points-là, moi, m'interpellent réellement. Et d'autre part, donc, pour revenir à la problématique spécifique de la SNSM, vous avez cité à plusieurs reprises le bateau basé à Bandol. Oui, effectivement, il est affecté à Bandol, il est basé à Bandol, mais sa mission n'est pas sur Bandol. Ce que M. Rocheteau vient de vous dire aussi, le périmètre d'évolution de la vedette de la SNSM, c'est depuis ICP jusqu'à la baie de la Ciotat, et beaucoup plus au large. Donc, que les seules subventions demandées soient auprès de la ville de Bandol peut interpeller et surprendre. Donc, si vous avez, comme vous l'avez dit pendant la campagne, des appuis auprès des communes voisines, n'hésitez pas. Ça sera pour le bien de la SNSM. Oui. Je vais répondre à M. Chorel qui manie le verbe sans en connaître le sens. Je ne vois pas ce que veut dire la démagogie lorsque l'on défend un projet, lorsque l'on soutient, comme je le fais, aux intérêts de l'opposition. Entre parenthèses, M. Chorel, je vous rappelle que nous représentons à peu près le même nombre d'électeurs qui font qu'aujourd'hui vous êtes élu de la majorité, et que par conséquent, merci Maître M de me le rappeler, mais je crois qu'il était nécessaire de vous le dire, et que la démagogie, comme vous le dites, n'est pas un propos qui se tient dans ce cénacle où on essaie d'être relativement sérieux. Alors, vous avez dérivé sur un échange que nous avons eu la semaine lors du précédent conseil. Je n'ai pas prétendu encore que vous attribuiez vous-même ou les autres en charge de ces délégations des subventions à la tête du client, comme vous l'avez dit. Ça n'a jamais été notre propos, monsieur. En revanche, il est de notre devoir de veiller à ce qu'une association qui a la charge du bien public puisse bénéficier de subventions de fonctionnement qui répondent aux exigences de son fonctionnement. Alors, quel que soit le rôle des communes limitrophes, M. Chorel, ce bâtiment et cette association, en tout cas, est rattaché à Bandol. Et c'est un devoir, je pense. Alors, je ne veux pas mettre d'autres suspicions sur les raisons pour lesquelles cette subvention a baissé de 60% depuis 2017. Je prends acte de ce que nous a dit M. Rocheteau en ce qui concerne une subvention complémentaire qui pourrait venir d'un établissement public. Nous en prenons acte, mais il m'apparaissait important de vous rappeler que nous sommes, nous, attachés à ce que cette association puisse collecter des fonds de la part de la commune de Bandol. Après, bon,
Je vous rappelle quand même que précédemment, les cotisations des plaisanciers étaient des cotisations volontaires. Je ne sais pas ce qu'elles représentaient en termes de pourcentage, relativement faible d'ailleurs, et c'est ce qui faisait d'ailleurs que la SNSM allait rechercher les 80% de son budget de fonctionnement ailleurs que dans les subventions locales. Voilà. Donc pas de démagogie, M. Chorel, et je ne reprendrai pas ce que je vous ai dit la fois précédente, si ce n'est à vous répondre à nouveau, si vous insistez sur cette mention. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 16, Madame Nadjarian. Alors il s'agit de la subvention de Bandol événement organisation. Annulation de la course Salomon Bandol classique. Considérant la demande de subvention du 13 janvier 2020 de l'association Bandol événement organisation en vue de l'organisation de 2 manifestations sportives, la Salomon Bandol classique d'une part et les foulées nocturnes bandolaises d'autre part, considérant l'octroi d'une subvention de 18 000 € par délibération du 17 juillet dernier, en vue de l'organisation de ces 2 manifestations sportives sur le territoire communal, considérant que la Salomon Bandol classique, initialement programmée le 13 juin 2020, a été reportée pour cause de crise sanitaire au 5 septembre 2020, puis finalement annulée par ses organisateurs au motif que l'application de l'arrêté préfectoral qui réglemente dans le département du Var l'accès au massif forestier en période de risque incendie ne permet pas d'organiser cette manifestation dans sa configuration originelle. Vu le compte d'exploitation prévisionnel des 3 épreuves pédestres de la Salomon Bandol classique et de la course pédestre les foulées nocturnes bandolaises, établie à l'appui de la demande de subvention par l'association Bandol événement organisation, qui a motivé le versement d'une subvention de 18 000 € pour les 2 manifestations sportives. Il est proposé de diminuer le montant de la subvention allouée à l'association Bandol événement organisation, qui a motivé le versement. Bon, il est proposé de diminuer le montant de la subvention allouée à l'association Bandol événement organisation à la suite de l'annulation de l'édition 2020 des 3 courses pédestres de la Salomon Bandol classique et d'allouer au titre de l'année 2020 la somme de 4 000 € pour l'organisation de la course pédestre les foulées nocturnes bandolaises qui se déroulera le 19 décembre 2020. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter les propositions ci-dessus, de modifier la délibération numéro 34 du 17 juillet en tant qu'elle alloue la somme de 18 000 € pour l'organisation de la Salomon Bandol classique et les foulées nocturnes bandolaises, d'allouer la somme de 4 000 € en vue de l'organisation de la course pédestre les foulées nocturnes bandolaises à l'association Bandol événement organisation, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 18. Alors, il s'agit... Numéro 17. Numéro 17. Ah, pardon. Madame Nadjarian, numéro 17. Oui. Alors, il s'agit d'une subvention aux associations Bandol Plus. Il est proposé d'allouer à l'association Bandol Plus, dont la demande est parvenue en mairie, la subvention ci-dessous, détaillée dans le cadre du budget principal, association Bandol Plus, 3 120 €. Alors, dans le cadre, cette somme, donc, c'est pour, dans le cadre de la période estivale, l'association des commerçants Bandol Plus a initié et proposé des animations au titre de soutien au développement du commerce de proximité. Cette demande de subvention concerne des animations musicales pour le bar, les restaurants de la zone commerciale, qui s'étend sur l'ensemble du quai de Gaulle le samedi 22 août de 19 h à 22 h. Alors bon, ce sera 8 groupes de musiciens qui seront répartis sur le centre-ville, une partie sur le quai de Gaulle et quelques-uns dans les rues à l'intérieur.
Voilà, c'est à l'occasion de la braderie du 22 août, sur les terrasses pour les bars et restaurants, naturellement. Voilà. Et ça, disons que ça a été un petit peu, dispatché comme ça pour éviter justement les problèmes de regroupement dus à la crise sanitaire. Voilà, pour éviter de faire de concentrer tout sur le quai de Gaulle. Alors, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Pas de commentaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 18. Donc, il y en a quelques-unes qui sont liées à la démission de Christian Vivier. Pour le conseil d'administration de la Sogeba, il est proposé de désigner Madame Fernande Mitt en remplacement de Christian Vivier. Et donc ça donnerait comme composition moi-même, Madame Bourron, Monsieur Chorel, Madame M, Monsieur Rocheteau, Madame Nadjarian, Madame Mitt et Monsieur Moidel. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Oui, pardon. 1, 2, voilà, merci. Nous considérons que cette nomination contrevient aux recommandations et encore récentes et insistantes de la Fédération nationale des entreprises publiques locales qui incite et qui demande très vivement à ce que des représentants de l'opposition soient présents dans ces établissements. Voilà, nous le regrettons encore une fois, s'agissant notamment de la Sogeba, qui est un acteur économique extrêmement important de la ville de Bandol. Donc je vais vous répondre ce que j'avais répondu à M. Bell la dernière fois. C'est qu'il n'y a pas d'obligation, encore une fois, et qu'il y a plusieurs membres de la liste d'opposition qui ont, je ne vais pas revenir bien évidemment sur le détail, mais des dossiers, on va dire, complexes, compliqués, et pareil avec la Sogeba. Et par ailleurs, je rappelle une fois de plus que en ce qui concerne le conseil d'exploitation de l'office de tourisme, il n'y avait pas d'obligation non plus, et j'ai souhaité faire participer l'opposition au conseil d'exploitation. Mais bon, votre remarque est tout à fait audible. Madame M. Je crois que l'avis de cette fédération est quand même en nuancé. Celle-ci nous disait il y a quelque temps que le recours à la quasi-régie était un vrai drame pour les communes qui en faisaient le choix, et aujourd'hui la jurisprudence nous donne raison. Donc peut-être à quelque peu nuancé sur ce point-là aussi. Alors on va passer à la délibération. Oui, le texte était le suivant. La collectivité locale actionnaire de référence d'une entreprise publique locale doit permettre la représentation de l'opposition au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de son opérateur. Je le connais, oui, je le connais. Donc, je ne dis pas qu'elle n'a pas dit ça, je dis qu'elle est simplement, cet avis est à nuancer, eu égard à ce qu'on a connu par le passé, sur les avis de cette fédération, malheureusement. Je pense que c'est peut-être un avis qui ne souffrirait pas une censure de la part du Conseil d'État, s'agissant seulement d'une prescription. Alors, mon propos peut-être démagogique ou ressenti comme tel, mais en tout cas, c'est un bel exemple de représentation de la participation démocratique dans un conseil municipal. Bon, je pense que chacun a pu s'exprimer, me semble-t-il. Alors, délibération numéro 19. Il s'agit cette fois-ci du CCS, et obligation nous est faite de faire un vote à bulletin secret. Alors cependant, pour faciliter les opérations de vote, si vous en êtes d'accord, il est proposé de remplacer M. Vivier par Mme Janine Sauvant et de maintenir bien évidemment les autres membres qui sont Mme Bourron, Mme Nadjarian, M. Gauthier et M. Philippe Lefebvre. Et si personne n'y voit d'inconvénient, nous allons gagner du temps en faisant circuler l'urne qui doit être prête auprès de chacun d'entre nous.
Les parties de ce côté. Oui. J'ai tous mes dossiers là. Là, je fais de mémoire. Mais tout est... Attention la carte. Attention la carte avec Madame Bourron. Si c'était la carte bleue... Je vous rappelle que je suis une personne active. J'attends toujours le communicateur. Euh, 28. Il manque une... Oui. Il n'y a pas de procuration. Mais les autres, il y a des procurations. Ah, il n'y en a que 27 Non, il en manque... Alors, question, est-ce que tous ceux qui avaient des procurations ont voté 2 fois? Bon, ben, il en manque une.
Je pense pas que ça pose beaucoup de problèmes pour le résultat. Bon, donc tout le monde est d'accord et il manque un bulletin. Oui, donc on vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Ensuite, c'est la régie des parkings. Donc, il est proposé de remplacer Monsieur Vivier par Monsieur Villiers. Donc, si tout le monde est d'accord, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Et également la commission de réforme, nous proposons Madame Luidline à la place de Monsieur Vivier, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Délibération numéro 22, Madame M. De l'annulation de titres concernant la SARL et Marie qui exploite un commerce l'Estanco, c'est un restaurant de la Dentelière, anciennement dénommé ainsi. Concernant l'année 2019, c'est un commerce qui est situé sur le quai de Gaulle et qui a été impacté par la tranche 2 des travaux. La somme de cette redevance est de 3 090,28 et il est demandé au Conseil d'approuver cette annulation. Pas d'observation. Monsieur Minot. Merci, Monsieur le maire. On s'est un peu étonné de ce que ce soit une seule demande qui ait été présentée. S'agit-il d'une exonération d'un titre qui concerne uniquement ce commerçant ou Il y en a eu d'autres, oui. Et il y en aura d'autres, je vous l'avais annoncé, concernant le Covid, les redevances concernant la période du Covid, qui vont passer certainement pour le Conseil du 25 septembre, mais le service juridique n'était pas encore prêt. D'accord. C'est ce que je vous avais annoncé la dernière fois. C'est au cas par cas. Donc, oui, oui. Merci. Alors, pour tout ce qui concerne le Covid, on le fera en même temps. D'accord. On le fera en même temps, avec une délibération cadre, certainement. Et là, nous sommes uniquement sur l'impact des travaux, c'est ça? Et s'agit-il du seul qui est concerné par l'impact des travaux ou les autres? Oui, je peux apporter quelques éléments de... Monsieur Chorel. Pour expliquer pourquoi cet établissement-là. Il se trouve que cet établissement était la jonction entre les deux tranches de travaux. Il a été impacté à la fois par la tranche 1, puis ensuite par la tranche 2. Et là, c'est la tranche 2 qui est concernée. Mais autrement, tous les autres établissements ont eu le même type d'exonération quand ils étaient dans la tranche de travaux concernés. Là, c'est la spécificité de ce commerce qui était impacté doublement. Très bien, merci. Micro. Il y avait un deuxième commerce qui sera concerné aussi par ces exonérations. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 23, Madame M. Oui, délibération numéro 3, il s'agit de régulariser une situation. On a été un petit peu embêté avec l'exploitant, du moins les héritiers de l'établissement Toche que bon nombre de bandolets connaît. En fait, pour partie, ce commerce empiète sur le domaine public. Donc, il y a une redevance qui est en cours pour les années 2018-2019 et l'exploitant de ce commerce est décédé en 2017. Particularité, on ne peut pas tenter de recouvrer sur la succession en cours d'une personne décédée. Donc, pour régulariser la situation, la trésorerie nous a demandé d'annuler les deux titres pour les années 2018 et 2019, ce qui représente la somme que vous avez dans la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 24, Madame M. Oui, là aussi, il s'agit d'une régularisation, l'annulation d'un titre concernant une redevance que notre liste devait payer pour une manifestation en extérieur qui devait avoir lieu le 13 mars 2020. Comme nous étions au début de la période Covid, cette manifestation n'a pas eu lieu, donc c'est l'annulation tout simplement du titre de recette. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération
numéro 25, Monsieur Chorel. Oui, Monsieur le maire. Donc cette délibération concerne l'approbation de la modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme. Je vais vous faire part de la notice de présentation pour faire succinct, parce qu'autrement on risque d'y passer beaucoup de temps. Donc la commune de Bandol dispose d'un plan local d'urbanisme qui a été approuvé par délibération du conseil municipal en date des 20 août 2013 et 22 décembre 2016. Depuis lors, une déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du 8 août 2019, afin de proposer un nouveau site pour la pouponnière des Lauriers Roses, en remplacement de la structure existante devenue vétuste et insuffisante dans ses capacités de fonctionnement. Avec la mise en œuvre des règles d'urbanisme du PLU, certaines imprécisions ou erreurs matérielles ont été identifiées et des évolutions nécessitent d'être retranscrites dans le PLU pour permettre notamment de nouveaux projets. Les modifications apportées au plan local d'urbanisme sont les suivantes. Modifier les conditions d'accès pour permettre des extensions mesurées lorsque l'accès est inférieur à 4 mètres. Définir les niveaux maximums de construction dans toutes les zones urbaines, en complément des prescriptions des hauteurs. Autoriser les toits terrasses non accessibles. Ajouter un lexique dans les dispositions générales. Mettre à jour les dispositions générales concernant ces règles applicables au lotissement. Déroger aux règles d'imperméabilisation des parcs et aires de stationnement de plus de 100 m² dans le secteur N2C. Modifier l'article UEB 13 réglementant les créations d'espaces verts pour les surfaces commerciales. À cela viennent de se rajouter 2 points. Corriger une erreur matérielle s'agissant de l'emplacement réservé sur la gare de Bandol, supprimé lors de la révision du PLU dans la liste des emplacements réservés et du plan de zonage, mais maintenu dans le règlement. Et le deuxième point concerne une clarification des possibilités de transformation de sous-sol, cave ou comble en surface de plancher. Donc cette modification simplifiée, comme le nom l'indique, concerne des points de toilettage, des précisions qui ont paru nécessaires pour clarifier certains points qui ont pu poser problèmes, questions dans certains projets et ouvrir la porte à certaines interprétations qui n'étaient pas dans l'esprit du PLU initial. Merci. Madame Henriot. Oui, je voudrais intervenir. Effectivement, une procédure de modification simplifiée permet de faire des modifications sans passer par une enquête publique, généralement sous couvert de clarification, simplification, erreurs matérielles. Moi, j'ai pu noter un certain nombre de modifications qui ont des conséquences largement supérieures à quelque chose d'anodin. Et j'ai retenu à titre d'exemple 4 points. Concernant la possibilité d'extension quand les voies font moins de 4 mètres de large. Il n'y a aucune précision quant à la construction de base. Quelqu'un qui aurait une construction de 300 voire 400 mètres carrés, du même coup, se trouve en étant autorisé à 20% de plus, à 60 mètres carrés, donc un logement de plus. Autant ajouter une pièce ne met pas en péril la sécurité, parce qu'il faut savoir que quand on a 4 mètres, ça veut dire que 2 voitures peuvent se croiser, et donc s'il y a un camion pompier qui a besoin d'arriver, eh bien les gens qui sont en train de partir peuvent partir. Donc plus on va ajouter de population, et plus on aggrave le cas. Après, je comprends parfaitement, il faut comprendre que les gens ont besoin de faire évoluer, mais il faut que ces évolutions soient à la marge. Donc ça, c'est le premier point qui peut mettre en danger la sécurité. Le deuxième point, c'est la gare. Alors la gare, vous indiquez une erreur matérielle. C'est dommage que
qu'on ne poursuive pas dans ce sens. Aujourd'hui, vous obérez l'avenir par le fait que ces terrains de la SNCF, vous envisagez d'y créer des logements sociaux, des logements en général, alors qu'on aurait pu développer... les surfaces ne sont pas énormes sur ces terrains. Faire des logements très proches de la voie ferrée, c'est d'un confort plutôt limité, mais surtout, des logements génèrent des besoins en parking, et on aurait eu largement besoin pour la ville de Bandol d'avoir une station multimodale avec des créations de parking plutôt que des logements. Donc je pense que là vous obérez l'avenir d'une manière qui n'est pas anodine. Le troisième point, c'est la non-imperméabilisation des parkings. Certes, comme ça, de prime abord, on dit c'est pas mal, ça permet à l'eau d'être absorbée. Tout ça marche bien, c'est à condition qu'on sache évacuer les hydrocarbures. Or, dans la modification, il n'en est pas question. Il y a des possibilités avec certains types de plantations d'effectivement à moduler les risques d'hydrocarbures, mais j'en ai vu nulle trace. Et donc, ça c'est un point quand même gênant. Ensuite, j'ai pu noter qu'il y avait une confusion entre non-imperméabilisation et espace vert, dans la mesure où, notamment pour le centre commercial, vous envisagez de comptabiliser les surfaces de parking non imperméabilisées dans le quota d'espace vert. Moi, là, je trouve que c'est une conception de l'espace vert qui est quand même un peu gênante. Et quant à l'autre parking dont il est sûrement question, c'est le parking du Caplan. Donc le fait de ne pas l'imperméabiliser, certes, ça pourrait être une bonne idée, sauf que on aurait pu tout simplement ne pas faire de parking dans un site remarquable, sachant que tous les sites justement littoraux et remarquables de Bandol sont extrêmement importants pour un tourisme de qualité, et que chaque fois qu'on en enlève un morceau, c'est pas juste le morceau concerné, mais c'est tout l'environnement autour de ce parking qui est abîmé. Dernier point, c'est l'augmentation des hauteurs en zone UE. Alors, portant à 20 ou 30% la hauteur au lieu de 7 mètres à 9 mètres. C'est, à mon avis, mal connaître l'attachement qu'ont les Bandolais à leur vue sur mer. Et le fait d'autoriser sur l'ensemble de cette zone UE des surhauteurs sur 20 à 30%, de les passer à 9 mètres, a des conséquences qui seront loin d'être anodines. Certes, vous n'augmentez pas la surface à bâtir, mais vous augmentez les hauteurs. Et donc les gens qui sont en aval seront tout étonnés quand ils verront pousser un étage qu'ils n'avaient pas imaginé. Voilà, je crois que j'ai fini sur ces différents points. Je voudrais juste, effectivement, cette modification survient en plein mois d'août. Il n'y a pas grand monde qui a pu faire des observations. Ceci dit, sur une modification simplifiée, les observations restent dans un cahier, et donc malheureusement les conséquences seront peu visibles par les habitants. Voilà, je vous remercie. Monsieur Chorel. Oui, la modification intervient au mois d'août, mais la consultation et l'ouverture au public n'étaient pas au mois d'août. Hein. Là, c'est la finalisation, c'est le vote qui a lieu au mois d'août. C'est une petite remarque à la fin, mais oui, si vous voulez ne pas en tenir compte, je vous en prie, les points soulevés me paraissent plus importants. On en tient compte, bien sûr qu'on en tient compte, mais la consultation, l'ouverture consultation au public avait lieu en fin d'année, début d'année, avant crise de Covid, donc dans une période tout à fait profitable où les gens étaient tout à fait disponibles pour ceux qui le souhaitaient. Sur le premier point, l'accessibilité par une voie inférieure à 4 mètres et permettre la constructibilité
jusqu'à 20% de la surface existante. Bon, vous citez un cas extrême. Je n'en ai pas connaissance à titre personnel, mais vous avez une meilleure connaissance des projets qui pourraient avoir lieu ou qui ont déjà eu lieu, des 300 mètres carrés qui sont desservis par une voie de 3,50 m, peut-être, soit, effectivement, mais encore faut-il que, par ailleurs, ces emprises soient compatibles avec le PLU. Oui. Enfin, il ne faut pas encore... ça n'empêche pas de regarder toutes les règles qui s'imposent dans le cadre du PLU et les coefficients d'emprise. Donc pour construire 100 mètres carrés, encore faut-il que le terrain d'assises soit en compatibilité pour permettre de telles extensions. Mais notre esprit, effectivement, c'est bien de pouvoir permettre l'extension mesurée, donc jusqu'à 20%, c'est la barrière symbolique qui est fixée pour les déclarations préalables de travaux. Ça permet aussi pour certaines petites maisons qui seront à la vente de faciliter la vente, surtout dans le cas de succession, avec cette possibilité de pouvoir étendre. Vous l'avez dit, mais fort justement, lorsqu'il y a une habitation qui est desservie par ce type de voie, si on crée une pièce supplémentaire, c'est pas la population qui va exploser dans le quartier. Et en cas de sinistre et de besoin d'intervention des moyens de secours, ce sont le même nombre de personnes à deux près qui sont concernées. Donc c'est, à notre sens, un point qui était important de neutraliser. Mais bien sûr, nous n'avons pas pris pour exemple le cas extrême de la villa de 300 mètres carrés. Ça, j'en conviens. Ceci dit, c'est très simple pour résoudre ça. Il suffit d'annoncer avec un maximum de 150 mètres carrés, par exemple. Oui, mais alors dès qu'on fixe une nouvelle limite, vous seriez peut-être les premiers à dire mais pourquoi c'est pas que 100 mètres carrés et pourquoi c'est pas 200 mètres carrés. C'est toujours sujet à débat, effectivement. Le deuxième point que vous avez... Avant de passer au deuxième point, j'ai pas bien compris pourquoi ça mettait en danger la sécurité. Si vous avez déjà une surface importante, quand vous prenez 20%, ça vous crée carrément l'équivalent d'un logement. Autrement dit, vous ajoutez un nombre de personnes très important. C'est comme quand vous êtes dans des zones, des zones à risque d'incendie, la constructibilité est limitée pour ne pas aggraver les risques de sécurité. Et donc, ça veut dire qu'il y a des chances pour qu'avec un logement de plus, vous ayez 2 voitures de plus, et que, en cas d'incendie, les gens aient besoin de s'échapper rapidement et de se retrouver dans une voie. D'autant plus que vous n'avez pas défini la largeur de voie. Ça veut dire que autant on peut admettre qu'à 3,80 m, ma foi, on n'est pas très loin des 4 mètres et avec un peu de chance, les voitures pourraient se croiser. Autant si vous êtes à 2,50 m, c'est pas vrai. Ça veut dire que effectivement, il y a problème, quoi. Je pense que justement l'extension à 20% fait en sorte qu'il n'y ait pas ce surrisque en termes de danger pour la sécurité. D'ailleurs, si c'était le cas, la DDTM qui s'est penchée quand même sur le sujet nous aurait fait une remarque autre que celle des 20%. Bon. Oui, le deuxième point que vous évoquez concerne les niveaux maximum de construction. C'était la gare. Non, Oui. non, peu importe, mais c'est l'augmentation de hauteur. Aujourd'hui, la règle de hauteur permet de mesurer la hauteur en aval d'un bâtiment jusqu'à l'égout du toit, quand bien même cet égout du toit serait un peu plus loin dans la profondeur du bâtiment. Ce qui permet, en vue frontale, d'avoir une perception de R+1, puisqu'on est limité à 7 mètres. Quand vous allez permettre sur 20% d'augmenter la hauteur à 9 mètres, ça veut dire que quand bien même vous ne créez que 2 niveaux, vous vous étalez dans le terrain en hauteur et la perception qu'on en a en pied de façade sera du R+2. C'est le premier point, donc c'est une perception de R+2. C'est dans quelle zone? Dans les zones UE.
Et les gens qui sont derrière, eh ben forcément, auront une surhauteur qu'ils n'auraient pas eu autrement. Dans ces zones UE, derrière, il n'y a pas grand monde là en question. C'est bien ciblé, c'est la UE. Toutes les zones UE. Oui. Mais cette règle de 20%, ça ne va pas vous surprendre. C'est la problématique qui se pose pour certaines constructions, pour les locaux dits techniques. Et c'est vis-à-vis de ces locaux techniques, surtout que cette règle de 20%, vous connaissez très bien la problématique. Vous avez une cage ascenseur, la cage ascenseur, vous ne pouvez pas la placer. Non. Elle sort des prospects. Non. La règle est très bien écrite et permet, au-delà de la hauteur autorisée, d'avoir les éléments techniques. Cette règle-là, telle que vous l'évoquez et que vous l'indiquez dans la modification du PLU, est une vraie surhauteur. Le point suivant, qui concernait la gare. Je vais en profiter alors. La gare. Alors, oui. La gare, effectivement, c'est une coquille qui s'est glissée dans le PLU. La DDTM est parfaitement en accord avec nous. Nous avons eu des réunions avec ses représentants. Il y a un point quand même important dans votre réflexion qu'il faut prendre en compte. Les terrains de la gare appartiennent à la SNCF. Oui. Et sur le terrain d'autrui, on ne fait pas ce qu'on veut et on ne fixe pas le prix d'achat. Qui plus est, depuis le début d'année, la SNCF est passée en société anonyme. Donc ce n'est plus un organisme d'État. Donc l'État n'a plus aucune prise sur la SNCF. La SNCF veut valoriser ces terrains. Donc elle veut valoriser ces terrains, mais sans perdre de capacité de stationnement. Si je vous dis ces éléments-là, ça va vous amener un autre type de réflexion. On n'est pas sur un terrain municipal. Mais j'entends. Je voudrais, excusez-moi, je voudrais qu'on reste dans l'ordre du jour, qui est la modification simplifiée. Et justement, modification simplifiée, c'est modification mineure. Donc, c'est hors sujet aujourd'hui, mais c'est un sujet important. Hein, mais c'est hors sujet aujourd'hui d'envisager le projet concernant la gare. On aura d'autres occasions d'en parler. D'accord. Il y avait juste un dernier point et après je m'arrête. C'est la réduction de la distance de 25 mètres dans la zone à urbaniser AU1S. Alors pourquoi il est prévu? Donc c'est la zone des grands ponts. Pourquoi, d'une manière générale, il est prévu 25 mètres de distance aux voies qui sont des voies de transit, qui sont extrêmement bruyantes? C'est la loi Barnier, la loi relative aux entrées de ville, qui permettent justement d'avoir un tampon entre les habitations, voire les équipements publics, et la voie. Et ces espaces ont vocation à être végétalisés, aménagés, paysagés. Quand on veut s'affranchir de ces distances, généralement il faut avoir fait une étude paysagère assez conséquente pour aller justifier que c'était une bonne idée. Et surtout, là où c'est peut-être pas gênant à l'endroit où vous l'avez prévu, mais en même temps ça m'étonne parce que si c'est des équipements sportifs, normalement il n'y a pas de construction et il ne devrait pas y avoir, notamment sur des équipements sportifs ouverts, de nécessité de réduire ces distances, mais c'est que ça ouvre la porte à des tas de choses, c'est-à-dire qu'après, et bien évidemment, dès qu'on ouvre à l'urbanisation, eh bien on s'affranchit de ces 25 mètres, on se retrouve avec des habitations à 5 mètres des voies, avec toutes les nuisances que ça comporte, et en termes d'image d'entrée de ville, on a des choses qui sont assez négatives. Je vous remercie. Bon, je ne sais pas ce que va dire M. Chorel, mais effectivement, c'est un emplacement réservé pour un espace ludo-sportif, donc on ne peut pas y faire autre chose, et donc on ne peut pas y faire de logement. S'il devait y avoir un autre projet, ce ne serait pas un projet de logement, mais M. Chorel va compléter. Non, en aucun cas. En aucun cas. Non.
On n'a jamais eu l'intention de faire des logements, et si cette modification simplifiée que vous relevez, c'est le danger pour vous, pour nous, non, il n'a jamais été question que ce soit des logements, cette zone étant réservée pour des activités ludiques. Oui, non, mais j'ai bien compris, excusez-moi. Je veux dire que le long de cette voie, qui remonte jusqu'au haut de Bandol, des zones à urbaniser sont prévues, et tout naturellement, le même type de règles vont être appliquées. Alors, je ne fais pas de procès d'intention, mais je dis attention. Non, pas par nous. On n'a pas du tout l'intention d'appliquer ces mêmes règles. L'origine de cette modification, effectivement, c'est uniquement par rapport aux aménagements, toujours dans l'esprit ludique, pourraient être faits. Ça n'est pas du tout... donc les points suivants qui concernent les... Excusez-moi, vous parliez de projets futurs, mais on n'en est pas encore là. Et de toute façon, vous savez bien qu'il y a une barrière qu'il faut passer par soit une zone d'aménagement concerté, soit par la révision. Donc on a tout à fait le temps de corriger s'il y avait le moindre risque. J'en viens au parking. Alors, on va parler du parking du Capellan. Pélan, pas Capellan. C'est le curé. Lou Capellan. Donc le parking du Capellan, vous auriez sans doute préféré que l'on réalise un parking bitumé. Non, mais vous dites... dès que l'on crée des parkings dans des sites remarquables. Donc je vais, moi, vous dire quelle est notre conception de nos responsabilités politiques. C'est de répondre aux besoins du plus grand nombre. Et là, en l'occurrence, si j'en crois la fréquentation de ce parking, il rencontre un énorme succès. Auparavant, c'était très difficile de se garer dans cette zone-là. Pour information, si vous n'avez pas pratiqué cette zone-là auparavant, elle était déjà dévolue de façon plus ou moins sauvage, anarchique, au stationnement. D'ailleurs, si vous allez sur site, vous pourrez constater par vous-même qu'à l'intérieur du parc du Capellan, dans la zone qui est pourtant classée espace boisé classé, il y a des enrobés au sol qui avaient été réalisés. Je ne vous dirai pas sous quelle mandature, mais ça atteste bien du fonctionnement libre qui existait dans cette zone. À l'époque, personne ne s'est offusqué d'avoir des enrobés dans une zone classée EBC. Là, en l'occurrence, le parking est situé hors zone EBC. Il répond, à notre sens, à un besoin collectif, de la collectivité, des gens qui veulent aller promener, des gens qui veulent pratiquer le tennis, des gens qui veulent aller à la plage, des gens qui veulent profiter de ce site effectivement remarquable. Pour autant, ces gens-là apprécient aussi le cadre et manifestement ne trouvent pas que le site a perdu son âme. Dans un souci de préservation du cadre, nous avons fait le choix de faire un revêtement en sablé roulé qui répond plus au caractère naturel de la zone, le traitement avec du bois au sol, on n'a pas mis de ligne blanche, tout ce qui est au niveau sécurité routière est en bois. Il y a eu de la végétation de plantée, beaucoup plus que ce qui existait auparavant. Cette zone, c'était un no man's land. Je ne vois pas en quoi, sauf à faire preuve d'ostracisme, on peut attaquer sur ce plan-là et dire qu'on a défiguré le parc du Capellan. Tout un chacun, justement, maintenant, peut en profiter, y compris les gens qui ne sont pas riverains ou voisins. Et ça répond réellement à notre vision du fonctionnement démocratique, en ouvrant au plus grand nombre l'accessibilité à l'ensemble des biens bandolés. Cette révision
cette modification simplifiée, donc, c'est simplement pour acter ce fait-là, puisqu'il y a des associations qui ont attaqué ce projet-là. Donc, on verra la suite. Si, au final, la justice tranche et dit non, vous devez faire le parking tel qu'il était prévu au PLU, ça serait dommageable de venir faire un enrobé là-dessus. Le dernier point concerne donc Carrefour Market. On parlait d'économie précédemment. Carrefour Market est un établissement qui a une certaine importance sur Bandol. Pardon. Il est quand même surprenant que ce supermarché qui pose son activité et son succès pose de gros problèmes de stationnement, malgré la réalisation d'un rond-point, fréquemment, en période et actuellement, il y a des bouchons qui se créent parce que les places de parking sont insuffisantes. Comparé ensuite, là aussi, je pense que c'était une erreur initiale d'avoir les mêmes conditions d'espace vert pour une habitation et pour un parking commercial. Pardon. Ça me paraît très difficile à rendre compatible. Il faut savoir quand même qu'il y a une grosse concurrence dans ces établissements commerciaux. Notre volonté, c'est que Bandol conserve ces points commerciaux qui sont très utiles pour les Bandolais. Et actuellement, c'est très difficile. Et le groupe Carrefour s'interroge justement s'il n'y a pas de possibilité d'extension sur l'éventualité de déplacer. Donc, quand on parle d'accompagnement commercial, ça en fait partie. Je vais quand même vous répondre parce que je ne mets pas du tout ce point-là en cause. Il y a d'autres façons de faire des espaces verts comptabilisés que de comptabiliser les parkings. On peut avoir des toitures terrasses végétalisées et compter, par exemple, pour 50% une toiture végétalisée. C'est autre chose, parce qu'en termes d'image, vous avez effectivement une végétalisation, que de comptabiliser des parkings en espace vert. Mais sur le fond, évidemment qu'il faut que le Carrefour Market puisse se développer. Voilà. Bon, je pense qu'on va peut-être clore sur ce sujet. Encore une fois, il nous est apparu que d'appliquer le même pourcentage pour les constructions et pour un parking, c'était pas tout à fait adapté, mais bon, on entend votre argumentation. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 28, Monsieur Chaurel. Ah. J'ai mis dans le désordre. Donc, numéro 26, oui, c'est ça. Monsieur Chaurel, de toute façon. Oui, donc c'est une délibération récurrente. C'est le bilan sur les acquisitions et cessions opérées en 2019 et l'état du stock détenu par l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. En date du 20 janvier 2016 a été conclue une convention d'habitat à caractère multisite entre l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et la communauté d'agglomération de Suite-Sainte-Baume. En date du 30 mars 2015 a été conclue une convention opérationnelle entre la commune de Bandol et l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le site de l'avenue du 11 novembre à Bandol, afin de permettre les acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement du territoire. Conformément à l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est appelé à délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions opérées par l'EPF-PACA pour le compte de la commune et sur son territoire. Ainsi, l'état du stock foncier détenu par l'EPF-PACA au 31